Bonjour, bienvenue dans ces petites balades urbaines à Marseille. Aujourd'hui, je voulais vous emmener dans le centre-ville de Marseille, mais avant ça, il faut d'abord que je vous explique 2-3 trucs sur une typologie architecturale à Marseille, le 3 fenêtres marseillais. Maestro! Alors pour vous faire comprendre de quoi on va parler aujourd'hui, je vais faire une petite analogie avec Paris. Si je vous parle d'architecture à Paris, vous allez me répondre Haussmann. Haussmann, c'est les grands boulevards à Paris, c'est la rue de Rennes, c'est l'avenue de l'Opéra, le boulevard Raspail, la rue Mouffetard? Non, pas la rue Mouffetard justement, là je vous parle des grands boulevards avec les grands immeubles bourgeois, le balcon au premier étage et au 5e étage, etc. etc. Alors l'analogie avec Haussmann, c'est la même époque, à quelques décennies près en amont. À Marseille comme à Paris, on va se mettre à décliner un modèle architectural qu'on va mettre en enfilade comme ça le long des nouvelles rues qu'on trace à l'occasion de l'extension de Marseille au 19e siècle. Alors vite fait, pour situer les choses, vous vous demandez peut-être en quoi Marseille a subi une grande extension, particulièrement au 19e. C'est très simple, en fait, on est en plein dans la révolution industrielle. Les bateaux de grande contenance commencent à faire leur apparition dans les ports et donc Marseille va profiter du commerce international. On est en plein dans le second empire colonial, donc l'attractivité de Marseille va croître de manière exponentielle au cours du 18e et surtout 19e siècle. Pour vous donner une idée, en 1820, le commerce à Marseille, c'est 600 000 tonneaux exportés par le port. Et ben, en 1900, ce chiffre passe à 7 millions. Et donc forcément, si le commerce s'accroît, ça attire une population en recherche de travail. Et la population de Marseille va se multiplier par 5 pendant ce siècle-là. Et oui, sauf que cette population, faut bien la loger quelque part. Et Marseille va donc s'étendre au-delà des murs, c'est-à-dire au-delà de l'enceinte de Louis XIV, et on va faire apparaître de nouvelles trames urbaines qui n'ont rien à voir avec l'ancienne ville, où tout va être très standardisé, codifié, les rues vont être orthogonales, et donc on va faire émerger un nouveau modèle architectural. Alors je vais tout de suite mettre entre parenthèses une espèce de légende urbaine comme ça qui circule à Marseille, où on dit que le modèle en question, donc le 3 fenêtres marseillais, serait né de la fermeture de l'arsenal des galères sur le Vieux-Port. Alors la légende urbaine en question, elle dit quoi? Elle dit que Louis XV fait fermer l'arsenal des galères et transfère ça à Toulon. Les galères sont remplacées par des vaisseaux parce que la technologie a évolué. Et on va se retrouver à Marseille avec des éléments de bois, des poutres qui font aux alentours de 7 mètres de long, dont on ne saurait pas quoi faire. Et c'est cette dimension qui aurait tramé ensuite l'extension de Marseille à l'époque. Alors oui, mais c'est un peu bizarre. Déjà, les galères sont très mal entretenues à cette époque-là. Il y en a que entre 6 et 8 qui sont opérationnelles dans le port de Marseille. Ça fait déjà pas lourd. Mais surtout, pas de nouvelles campagnes de construction prévues. On n'a pas une surcommande de matériaux à ce moment-là. Donc, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il y ait un stock colossal de matériaux de construction à Marseille. Et ce stock serait de toute façon très insuffisant si on compare ce qu'il faut pour construire une galère et ce qui va être nécessaire pour construire les agrandissements de Marseille dont on va parler. Non, franchement, l'hypothèse la plus crédible, à mon avis, faut pas la chercher aussi loin. On a à cette époque-là une augmentation considérable de la population à Marseille. Faut juste construire vite et pas cher. Et pour construire vite et pas cher, on a inventé un truc génial, la standardisation. Et oui, je vous rappelle le contexte, on est en plein dans la révolution industrielle. Donc la standardisation, c'est un truc de l'industrie qu'on commence à développer, on se rend compte que ça fait baisser les coûts, donc le bâtiment en profite aussi. Et sans compter sur le fait qu'en mettant au point un modèle architectural standard et commun à tout le monde, ça permet non seulement de faire baisser les coûts des matériaux de construction, mais ça permet aussi aux gens de construire eux-mêmes, sans faire appel à des maîtres d'œuvre. Pas con. Donc on n'est pas tout à fait sûr de comment ce modèle a été inventé ni par qui. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé des écrits là-dessus, notamment l'architecte Victor Leroy en 1847 qui a tout codifié dans sa notice sur les constructions de maisons à Marseille au 19e siècle. Au niveau urbain, on va pas tellement se prendre la tête. On va faire des trames orthogonales la plupart du temps, on découpe tout à 7 mètres, fastoche. Basique.
Je suis désolé, je vais répéter ce mot-là un paquet de fois dans la vidéo, mais c'est vraiment celle qu'il faut en retenir. Les parcelles, on fait des rectangles. 7 mètres de large, 30 de profondeur. Ça fait 2 cm². C'est une parcelle tout à fait à échelle humaine. Ces 2 cm², on va les diviser en deux dans le sens de la profondeur. Au fond, on ne va pas construire, ça sera la cour. À l'avant, on bâtit donc sur 7 par 15 mètres. Vous savez sûrement qu'à Marseille, on est souvent sur des collines, ça monte et ça descend. Et ben, le sens des rues de ces nouveaux quartiers vont prendre le sens des pentes. Ça a un avantage énorme, c'est que en cas de pluie ou quand on nettoie les rues, ça permet tout simplement l'écoulement de l'eau plus facilement. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir de près aux questions d'hygiène à l'époque. Et structurellement dans tout ça, basique. On a donc une trame de 7 mètres avec des murs porteurs de chaque côté et des poutres bois qui vont relier ces murs. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, on n'a aucun point porteur. Et ne pas avoir de point porteur à l'intérieur de son appartement, c'est vachement bien. Ça permet le cloisonnement libre. Et le cloisonnement libre, comme son nom l'indique, ça permet de cloisonner comme on veut et aussi de décloisonner comme on veut. Juste un mot quand même, si vous voulez faire des travaux dans votre appartement marseillais, méfiez-vous. Les cloisons sont théoriquement pas porteuses, mais avec le temps et la flèche des poutres, ça a tendance à le devenir. Donc faites toujours appel à un spécialiste, ne faites pas ça vous-même. En plan, l'escalier qui dessert les étages est placé contre un mitoyen et à peu près au milieu du plan, donc sous le faîtage. Et ça va desservir donc les appartements. Il y a un appartement par palier et en général c'est tout. Un appartement par palier, ça c'est le top. Ça permet de ventiler plus facilement puisqu'on va de façade à façade et ça résout aussi souvent les problèmes de voisinage. Je vous le donne dans le mille, pourquoi un 3 fenêtres marseillais s'appelle un 3 fenêtres marseillais? Parce que ça fait 3 fenêtres de large. Donc structurellement, c'est hyper simple. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une maquette numérique pour expliquer ça. Des moyens de fou dans cette vidéo. Donc 3 fenêtres de large qui se superposent puisque structurellement, c'est quand même plus simple de faire superposer les vides et surtout les pleins. Au rez-de-chaussée, on a donc la porte d'entrée de l'immeuble bien sûr, et la plupart du temps un commerce. Quand on n'a pas de commerce, on a les 2 fenêtres du dessus qui se superposent. Aux étages, on a entre 1, 2, 3, voire 4 parfois étages superposés qui sont toujours identiques. À ça, on rajoute des volets et des jolies fenêtres à petits carreaux, c'est le grand classique. Les proportions des fenêtres font à peu près 1 mètre sur 2. Les appartements sont traversants. On va mettre côté cour les pièces à vivre, c'est-à-dire le séjour, la cuisine, salle à manger, etc. Côté rue, les chambres. À l'époque, les rues sont vachement moins bruyantes qu'aujourd'hui. Et entre les deux, les pièces d'eau. Les volets sont dits persiennés, c'est-à-dire que y a des persiennes. Ça permet de laisser passer l'air tout en évitant la lumière. L'avantage, c'est que quand on ferme ces volets, on ventile quand même, donc on rafraîchit. Alors c'est pareil, en termes d'ornementation de façade, c'est basique là encore. On va régulièrement avoir des immeubles totalement nus de tout ça. Parfois, on va avoir une corniche, un petit encadrement de fenêtres, une surépaisseur par-ci par-là. Le seul point commun qu'on retrouve systématiquement, ça va être le soubassement. Mais le soubassement, c'est pas de l'ornementation. C'est parce qu'on va utiliser des pierres plus dures au sol pour qu'elles résistent mieux aux intempéries. Et oui, basique, et typiquement la pierre de taille, non, ça coûte trop cher, c'est pénible à manipuler, faut des moyens de levage exceptionnels et tout. Non, 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 laisse tomber, pas possible ça. On va utiliser du tout venant, et du moellon, de la tuile, de la terre cuite, des chutes de machin, un peu de sable, des morceaux de tuiles. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'usines de terre cuite à Marseille à l'époque. C'est un peu pareil pour le bois. À Marseille, on n'a pas vraiment de grandes forêts vosgiennes à se mettre sous la dent. Donc le bois, ça va être le strict minimum. C'est les planchers et les poutres qui s'appuient dessus, qui vont donc de mur porteur à mur porteur, c'est-à-dire ça fait 7 mètres de large, et la charpente. C'est tout. On n'a pas de mur en pan de bois à Marseille. Par contre, je vous l'ai dit, l'industrie de la terre cuite à Marseille est très développée à cette époque-là. Et ça, par contre, on va en trouver pas mal dans ces constructions-là. On a d'abord les toitures. Les toitures, elles sont en couverture tuile canal, c'est le grand classique qu'on trouve dans toute la Provence. On a aussi la tomette. Et oui, ça, le grand classique provençal, on le retrouve bien sûr aussi au sol à Marseille. Ce qui est bien avec la tomette, c'est cette sensation de frais. Et les cloisons à l'intérieur, elles vont être réalisées en petites briquettes de 2,5 cm de large. C'est tout fin, posé sur la tranche,
avec un coup de plâtre de chaque côté, roule ma poule. Petite briquette qu'on appelle dans le jargon local des crottes. Alors quand on regarde en coupe, ça se passe comment? On a des murs porteurs mitoyens, des planchers en bois et en tomate, une charpente bois et des couvertures tuiles canal, tout ce qu'il y a de plus classique. À l'intérieur, la cage d'escalier qui dessert les appartements, qui permet de cloisonner comme on veut à l'intérieur, mais souvent les pièces se superposent. On a les chambres d'un côté, les séjours de l'autre et les pièces d'eau au milieu. Allez, petit moment de vocabulaire. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cafouche? Un quoi? Un cafouche. Un cafouche en provençal, c'est un placard où on ne prend pas toujours le temps de ranger. Et ben le truc marrant à Marseille, c'est que les cafouches se superposent sur les balcons côté cour, tout simplement parce qu'ils prennent la place des anciens toilettes. Et oui, les anciens toilettes, parce que quand l'eau courante est arrivée, le tissu urbain était déjà constitué. Et le plus simple, plutôt que péter tout à l'intérieur des appartements pour créer cette nouvelle pièce, le WC, le plus simple c'était de le construire à l'extérieur. Là au moins on pouvait tirer une colonne d'eau et d'évacuation le long de la façade, donc on a superposé les WC. Et bien sûr les Marseillais aujourd'hui, quand ils achètent un appartement ancien, ils redécloisonnent et recloisonnent comme ils veulent à l'intérieur, cloisonnement, décloisonnement. Et ils réintègrent les WC à l'intérieur. Du coup, à l'extérieur, ce petit local technique devient un placard, donc un cafouche. Voilà, vous savez tout sur l'appartement typique de Marseille et ce fameux 3 fenêtres qu'on retrouve tant dans l'hyper centre-ville. Un petit mot quand même sur les avantages de ce machin-là. Déjà, socialement, ça permet à tout un chacun de disposer d'un appartement par palier et ça, cette promiscuité qu'il y a par exemple sur les appartements parisiens, on retrouve pas ça à Marseille, c'est vachement apprécié. L'autre avantage, c'est que ça permet à la petite bourgeoisie d'avoir son chacun chez soi. On se marche d'autant moins sur les pieds de voisin en voisin. Le 3 fenêtres marseillais aujourd'hui, ça représente à peu près 20% de l'habitat dans l'hyper centre-ville. C'est un produit immobilier hyper recherché de nos jours. Et donc ce modèle, on va le retrouver dans de nombreux quartiers à Marseille, donc La Plaine, Longchamp, Le Camas, Castellane, Breteuil, Rome. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Peut-être que vous l'avez trouvée intéressante, peut-être même que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, marquez-le moi dans les commentaires, ça fera plaisir. Si vous avez des machins que vous n'avez pas compris, surtout n'hésitez pas à me poser vos questions, j'essaie d'y répondre à chaque fois. Si ça vous a plu, un petit coup de pouce, ça fait du bien. Si vous voulez la partager sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, ça me fait grandement plaisir. Je suis très content et très fier des retours que j'ai sur les premières vidéos. C'est hyper encourageant. Je vous promets que la prochaine vidéo sera une vraie balade dans le vrai Marseille, dans le centre-ville. Mais j'étais obligé de poser un peu les bases, puisque c'est une question qui revient régulièrement. Et en attendant, profitez du soleil. Salut!